Bonjour, vous regardez le journal régional d'Alizé, édition de la mi-journée. Nous sommes le vendredi 2 septembre. Merci de nous suivre et de nous être fidèles. L'actualité, c'est bien sûr la rentrée scolaire, la rentrée cette fois des élèves, après celle hier des enseignants. Plus de 98 000 élèves ont regagné en effet aujourd'hui les quelques 410 établissements scolaires de Guadeloupe, dont en particulier les collèges qui cette année connaîtront la fameuse réforme de la ministre de l'Éducation. C'est une étape importante. La fameuse réforme, disais-je, de l'Éducation nationale de la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Le reportage de Muriel Barlagne. C'est une étape importante dans la vie de l'élève. L'entrée au collège signifie une organisation totalement différente des enseignements. Un professeur par matière, de nouvelles façons d'apprendre. Au collège Saint-Jean-Perse de Grand-Camp aux Abîmes, 170 élèves ont été accueillis en 6e, répartis dans 7 classes. Une rentrée qui s'est déroulée en présence des parents. C'est très important parce que c'est la transition entre le monde enfantin et le monde adulte. Donc c'est très important. Donc il faut accompagner les enfants pour que ça se passe le mieux que possible. Déjà par rapport à mon enfant, pour lui montrer qu'effectivement qu'il n'y a pas de souci, que je serai là pendant toute sa scolarité et après, donc vraiment pour le mettre en confiance, puisqu'il change d'établissement. Et puis pour moi aussi, pour voir comment ça se passe. Chaque classe a été prise en charge par le professeur principal, l'occasion de distribuer des manuels scolaires. Dans le département, ce sont 27 417 élèves qui ont été reçus ainsi dans les collèges du secteur public et du secteur privé. Une rentrée qui s'accompagne d'une importante réforme pédagogique et structurelle. Contrairement aux autres années où nous avions 3 cycles pour le collège, cette année nous avons 2 cycles. Premier cycle avec le premier degré, CM1, CM2, 6e, et le deuxième cycle, 5e, 4e, 3e. Il y a également une réforme concernant les programmes, une réforme concernant les horaires. Nous avons des nouveautés comme par exemple l'introduction de la LV2 dès la 5e et l'introduction de la physique dès la 6e. Comme ces collégiens, en Guadeloupe, 98 744 élèves, tous secteurs confondus, ont retrouvé les chemins de l'école. Ils sont répartis dans 410 établissements scolaires. Aujourd'hui, parmi les territoires où l'on devait particulièrement observer cette rentrée, la commune de Capesterre-Belle-Eau, qui, vous le savez, a connu une grève de plus de 3 mois, d'où une préparation effectuée seulement au cours des derniers jours. La municipalité avait pris l'engagement de réaliser cette rentrée aujourd'hui vaille que vaille. Un pari tenu, seul petit contretemps, l'école de maternelle de Fond-Cacao, où un problème d'alimentation en eau potable a dû contraindre au report de cette rentrée. Nous allons écouter tout de suite Eddy Claude Maurice, deuxième adjoint au maire de Capesterre-Belle-Eau et en charge des affaires scolaires. Sur les 19 écoles dont nous avons la charge, nous savons que la situation était difficile à Fond-Cacao, notamment sur la problématique de la fourniture en eau. C'est vrai, nous avons su que depuis plusieurs mois déjà, que ce secteur-là connaît des problèmes dus à l'alimentation en eau, même si les services de la CSBT font le nécessaire pour, à travers des tours d'eau, permettre à ce que toutes les sections soient desservies. Nous savons donc que les moyens n'ont pas été mis en place pour permettre au nettoyage, non pas celui des espaces verts, mais que les salles soient nettoyées convenablement. C'est pour cela que depuis déjà plus d'une semaine, nous avons commandé quelques bâches dont la première était censée être livrée hier même pour permettre à l'école de maternelle de Fond-Cacao d'avoir son autonomie en attendant le règlement global du problème de l'eau sur Capesterre-Belle-Eau entre le SIAG et la CSBT. Et cette bâche-là sera aujourd'hui livrée, déposée et auto-remplie elle-même sur le réseau avec son suppresseur intériorisé. Lundi matin, les parents de l'école maternelle de Fond-Cacao peuvent emmener leurs enfants à l'école parce que ce sont les seuls qui ne sont pas rentrés ce matin. À propos toujours de la rentrée scolaire, dès hier, les syndicats enseignants ont exprimé leur mécontentement sur l'organisation de cette année scolaire 2016-2017, dénonçant une fois encore les suppressions de postes dans l'académie et demandant au recteur le report de la réforme des collèges. La FSU a annoncé, entre autres,
a annoncé une manifestation pour le 8 septembre prochain. Et puis, une rentrée scolaire un peu particulière aujourd'hui à l'école maternelle de Grand-Bois au Gosier. Une école qui en fin d'année vivra un petit événement, le départ de sa directrice qui partira à la retraite après plus de 40 années de bons et loyaux services. C'était donc aujourd'hui sa toute dernière rentrée. Le reportage d'Éric Pommier. Louisiane Bordelais-Soulaise est la directrice du groupe scolaire primaire Turenne-Thénard à Grand-Bois au Gosier, poste qu'elle occupe depuis 1988. Elle est également enseignante depuis 1977, toujours dans cet établissement à Grand-Bois qu'elle a vu évoluer. Et donc, les rentrées pour elle n'ont plus de secret. Ce matin, tout s'est déroulé comme d'habitude, sans incidence grave, insiste-t-elle, grâce à la complicité des parents, mais petit bémol. Alors, voilà, la classe de petite section, les petits qui rentrent, et vous allez voir, bon, vous n'allez pas voir grand-chose parce que les parents sont là, même si nous sommes conscients que la loi Vigipirate dit qu'il ne devrait peut-être pas y être en nombre, mais c'est la première rentrée des enfants, on ne peut pas se permettre de les laisser seuls comme ça, de les abandonner à des inconnus, les inconnus que nous sommes, l'enseignant, moi-même, l'ATSEM, on ne peut pas les laisser comme ça. Qu'importe cette petite entorse au règlement, cette rentrée 2016-2017 s'annonce sous de bons auspices. Et à la clé de cette 39e rentrée, une fin de carrière annoncée. Saveur particulière, oui. Parce que c'est ma dernière année au sein de l'établissement. Et donc, je sais que je dois quitter maintenant. Mais je quitte quand même, je quitterai avec du plaisir. Parce que j'aurai le sentiment d'avoir fait au mieux. Je ne dis pas que j'aurai réussi au mieux, parce qu'on peut toujours mieux faire. Mais j'ai tâché de faire au mieux possible dans l'intérêt de la communauté scolaire et des enfants qui me sont confiés. Avec les parents, franchement, c'est une bonne communauté. On se comprend, on se respecte. Il y a des gens qui se plaignent que c'est dur, que c'est les règles. Je suis stricte sur les règles. Mais les règles, pour moi, nous sommes dans une société à règles. Il y a des lois. Donc, c'est très tôt que l'enfant doit s'habituer à respecter les règles et les lois. Chaque année, le rituel est le même pour cette directrice qui a conscience que la maternelle est le premier maillon fort dans l'éducation scolaire d'un enfant. Elle avoue sa tâche facilitée par l'accompagnement des parents et surtout grâce à une équipe pédagogique à la hauteur de ses exigences. Louisiane Bordelais-Soulaise veut que son établissement serve d'exemple. Et ici, au début, il y a eu quelques petites réticences, mais maintenant tout le monde sait comment ça fonctionne et les parents sont partie prenante de toutes les actions que nous menons pour le bien-être des enfants. Je n'ai pas à me plaindre et je dis bien, au niveau de la communauté, de la collectivité, moi quand j'envoie une demande au maire, je lui dis nous avons tel projet, nous avons besoin des moyens, nous attendons de vous que vous nous donniez ça. Jusqu'à maintenant, sinon très rarement, il m'a dit non. Quand on lui explique ce qu'on veut faire pour les enfants, quand on explique au niveau de la collectivité ce dont on a besoin et dans quel objectif, moi je les ai. Ce groupe scolaire regroupe un effectif de 92 enfants, primaires et maternelles confondus, soit au total 4 classes. Un établissement que la directrice a voulu qu'il conserve son âme. Cette cloche, vieille de plus de 50 ans, est là pour le rappeler, symbole pour afficher par ailleurs des valeurs auxquelles on ne touche pas, le bien-être des enfants. Parlons politique maintenant avec cette rupture officielle entre le PPDG et le Parti socialiste, du moins pour l'élection départementale partielle de Pointe-à-Pitre. Marcel Sigiscard fera équipe avec sa camarade du PPDG Sandra Anjaric et non plus avec Marlène Mélis du Parti socialiste. Le binôme Sigiscard-Mélis avait été invalidé au motif d'un emploi occupé par Marlène Mélis à la direction de cabinet de l'ancien président du conseil départemental. Une Marlène Mélis qui, de son côté, a annoncé qu'elle maintiendra malgré tout sa candidature. Cette élection départementale partielle se déroulera les 9 et 16 octobre prochains. Élection encore, mais dans le monde de l'entreprise, cette fois, 2 listes vont s'affronter pour la direction de la CCI.
la Chambre de commerce des îles de Guadeloupe. Très tôt, Colette Coury, présidente sortante, a annoncé qu'elle ne briguera pas un nouveau mandat, mais qu'elle participera à une liste sous le label de l'association Guadeloupe économique qui regroupe la grande majorité des organisations patronales, mais la FTPE, la Fédération des très petites entreprises, avec Alan Nagam, a choisi l'affrontement. Le reportage d'Eddie Elatré. La fin du mois de septembre marquera l'ouverture de la campagne des élections de la Chambre consulaire et c'est encore le flou sur le nombre de listes qui seront en présence pour ce scrutin. Les électeurs appelés à voter sont issus des secteurs du commerce, des services et de l'industrie. On les compte pour l'heure à 26 965 inscrits sur les listes électorales. Parallèlement, c'est pas moins de 34 969 établissements de la place qui sont potentiellement concernés par ces échéances. On sera fixé finalement sur les candidatures le 23 de ce mois, date de clôture de dépôt des listes en préfecture. Le vote, lui, s'effectuera par correspondance. Il se déroule du 20 octobre au 2 novembre prochain. C'est la liste menée par Alan Nagam qui déclare les hostilités. Elle s'engagera bel et bien dans la bataille à venir. Nous sommes sereins, on va sereinement conduire nos affaires, proposer ce que nous souhaitons pour le pays demain. Et bon, j'espère que les autres en feront de même et qu'ils vont effectivement savoir si le bilan qu'ils présentent satisfasse à l'intérêt de l'économie du pays. Nous sommes en compétition avec quiconque, nous ne sommes pas en combat, mais nous sommes effectivement, nous souhaitons un changement dans le modèle économique et dans le mode, la méthode et la pratique de conduire les affaires économiques de ce pays. La Chambre de commerce est une institution qui doit proposer au gouvernement et aux autorités politiques une vision, une orientation économique adaptée à son territoire. Et ça, nous souhaitons le faire parce que nous pensons que depuis tantôt, on s'est contenté de gérer les affaires au profit, bien entendu, de l'activité professionnelle de chacun. Une autre liste sera aussi de la partie, celle de Guadeloupe économique, qui bénéficiera du soutien indéfectible de la présidente sortante, Colette Coury. Peut-être d'autres prétendants à venir avec toujours le même objectif, briguer la présidence de la CCIG. Le suspense reste entier. On en vient maintenant à l'actualité dans notre grande région. Aujourd'hui, nous parlerons exclusivement du Brésil après la destitution de la présidente Dilma Rousseff suite au vote des sénateurs brésiliens. Par la voix de son avocat, la présidente destituée du Brésil, Dilma Rousseff, a fait appel jeudi auprès de la Cour suprême pour demander un nouveau procès et l'annulation de la sentence qui l'a écartée du pouvoir la veille. Le recours exige la suspension immédiate des effets de la décision du Sénat qui a condamné pour crime de responsabilité la présidente de la République. Il est signé par l'avocat José Eduardo Cardoso, ex-ministre de la Justice de Dilma Rousseff, qui l'a défendu pendant le procès. L'avocat demande également un nouveau procès et le retour à un poste de président par intérim de Michel Temer, l'ancien vice-président de Dilma Rousseff. Cet homme fort du PMDB, de centre droit, a prêté serment moins de 24 heures plus tôt comme nouveau président du Brésil et assuré la fin du mandat de Dilma Rousseff jusqu'à fin 2018. Une majorité de plus des 2/3 des sénateurs a voté sans surprise mercredi en faveur de la destitution de la présidente de gauche pour maquillage des comptes publics. Dilma Rousseff est la première femme à avoir été élue à la tête du Brésil en 2010, puis réélue en 2014. Sur les 81 parlementaires, 61 ont voté pour sa destitution, seulement 20 ont voté contre. Mercredi 31 août, Michel Temer devenait le nouveau chef d'État du Brésil, laissant derrière lui l'étiquette du vice-président de Dilma Rousseff, une présidente qu'il n'a jamais appréciée et réciproquement. Michel Temer s'est envolé dans la soirée de mercredi vers Shanghai, puis Hangzhou, où il représentera le Brésil lors du sommet du G20 les 4 et 5 septembre. Aussi impopulaire que sa prédécesseur, cet habitué des coulisses de la politique se retrouve à la tête d'un pays endetté, plombé par la récession, le chômage et l'inflation. S'il est apprécié des milieux financiers, il ne lui sera accordé aucun état de grâce. Michel Temer doit réussir là où Dilma Rousseff a échoué,
Son programme, dans l'immédiat, consistera à corriger, résume son équipe. Corriger les erreurs qu'aurait commises la présidente destituée en creusant le déficit public. La priorité sera ainsi de passer en revue les programmes sociaux du Parti des travailleurs, tels la Bolsa Familia, Bourse Famille, afin de mettre fin aux abus que le nouveau gouvernement aurait détectés et remplir les caisses de l'État grâce à diverses privatisations. Chef d'État destitué en 1992 suite à un scandale de corruption, Fernando Collor de Mello, sénateur depuis 2007, est passé du statut de victime à celui de juge. Hier destitué, le voici accusateur de Dilma Rousseff. Comparé dans les années 90 à une étoile filante, Fernando Collor est devenu un dinosaure de la politique brésilienne. Près de 25 ans après sa destitution, l'ancien président hante toujours les coulisses du pouvoir. Il a même adhéré à la majorité présidentielle de Luiz Inácio Lula da Silva. Doté d'un aplomb dont seuls les politiciens sont capables, il a, en mai, utilisé les arguments de son propre impeachment liés à son manque de probité pour justifier l'ouverture de la procédure de destitution de Dilma Rousseff. La crise économique et financière est, dit-il, le symptôme d'un drame brésilien plus profond, une crise morale. Fernando Collor avait créé la surprise lors de la campagne présidentielle de 1989, durant laquelle s'affrontaient deux figures de la gauche, Leonel Brizola et Lula. S'érigeant en parangon de vertu, endossant le combat contre la corruption et en chasseur des profiteurs de l'administration, le quadragénaire sportif et charmeur, élu président, devient alors la coqueluche des médias. À l'approche de son jugement en destitution en octobre 1992, il n'eut pas le courage d'une Dilma Rousseff, qui a affronté en personne lundi, durant plus de 14 heures, les questions des sénateurs. Le jour de son jugement, Fernando Collor avait préféré s'esquiver, mandatant un avocat chargé de déposer au Sénat sa lettre de démission. Est-ce à lui que faisait référence l'ancienne guérillera en évoquant le silence obséquieux des lâches. Retour en Guadeloupe avec du sport et en particulier du cyclisme avec cette sélection abinienne, qui prendra demain le départ du Tour de la Réunion. Ce sont 5 coureurs des 3 clubs de la commune, la JCA, le VO2C et le CSCA. Jules Lanclume devrait en être bien sûr le leader et c'est Georges Balta qui en sera le directeur sportif. C'est un projet financé par la ville des Abîmes. Le Tour de la Réunion se déroule du 3, donc à partir de demain, au 11 septembre. Et puis, toujours en cyclisme, parmi les 7 coureurs convaincus de dopage lors du Tour de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère en mars dernier, 3 ont reçu leur avis de suspension et une suspension de 2 ans. Ce sont tous des coureurs de l'ASBM, Adam Pirsga, Jonathan Camargo et encore Johan Dartron. Pour refermer cette édition, parlons de nouveau de la rentrée scolaire, mais cette fois à travers ces pratiques médicinales particulières qui sont les nôtres depuis des siècles, comme le bain des marais ou encore la purge, des pratiques qui sont peu à peu remplacées par des thérapies plus modernes. Eddie Elatré. À l'approche de la rentrée scolaire, les parents ne montrent plus autant d'engouement que par le passé pour les plantes médicinales. Les tisanes de grand-mère administrées autrefois aux enfants ne semblent pas intéresser la nouvelle génération. Cette période n'affiche donc pas d'animation particulière en ce qui concerne l'activité sur les marchés locaux. Le président Guadeloupe n'est pas tellement bâti dans les tisanes, mais il ne pas connaître ça veut dire ça. Parce que là, vous êtes en vacances, il met toute qualité butin qui tient, et surtout c'est la période de vacances, il comment tout butin. Et vous qui parents, là vous attendez la rentrée qui vient, avant la rentrée vient. On va faire un bon tisane pour nettoyer. On va faire un pour pied, des pays, faux basins. Ça, c'est pour nettoyer le foyer bien, pour le sentir bien en l'état. Là, l'entrée. Et à la fin de l'année, il n'y a pas de 25 000 dirigeants. Mais on va faire manésie pour nettoyer le corps pour rentrer l'école bien. Avant, là, on était en vacances, l'école est pour un. On était fait un bon petit affaire, mais à présent, ça. Pas tellement connaître. Ces pratiques, si elles n'inspirent plus dans notre société actuelle, comptent malgré tout quelques adeptes. En principe, ça nettoie les organismes. Et comme mes parents, et puis toujours les grands-parents, ça se fait toujours avec des plantes. Et puis j'ai pris l'habitude aussi
de faire des infusions, même pour moi le soir et tout ça. C'est bon. Et déjà pour la peau, c'est très bien, ça leur donne un teint vraiment impeccable. Et puis pour les boutons, tout ça, c'est très efficace. Quelquefois, il faut des vitamines aussi entre deux. Si les marchés ne reçoivent plus grand monde pour la rentrée des classes, en revanche, les pharmacies sont les grands bénéficiaires de cette période, et cela pour des raisons bien précises. Les parents, par coutume, actuellement, ils prennent des vitamines et des vermifuges, ce qui est une très bonne coutume de vermifuger les enfants, puisqu'on est dans une zone où il y a pas mal de parasites. C'est la coutume. Autrefois, c'était l'huile de ricet qu'on donnait aux enfants. Les personnes âgées doivent se rappeler de ces purges d'huile de ricet qui étaient très désagréables. Les vitamines permettent un équilibre biologique de l'enfant et de meilleures performances après. Et pour le vermifuge, la tradition est suivie. On a une augmentation assez conséquente des ventes de vermifuge. Les vitamines, c'est quand même toute l'année, davantage en période d'examen. Qu'il s'agisse de la pharmacie ou du marché, l'objectif recherché reste le même, que les jeunes reprennent le chemin de l'école dans les meilleures dispositions d'esprit. Voilà, quelle que soit la formule que vous aurez choisie, je vous souhaite à tous ces enfants donc une bonne rentrée scolaire. La météo, pour terminer, il y aura du soleil, mais le ciel sera malgré tout cet après-midi quelque peu nuageux et pourrait même provoquer quelques gouttes de pluie. Les températures seront comprises entre 29 et 32 degrés. Et puis la qualité de l'air, eh bien, c'est entre le moyen et le médiocre. Les niveaux selon Guadaire, sont entre 5 et 7 sur l'échelle de l'indice Atmo. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce soir, 19h. Excellent appétit si vous êtes à table.